Allez, osons cette question. L'immobilier est-il trop lourdement taxé en France? On voit ça avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur de l'OFCE. Alors, cette question ne sort pas tout droit de mon cerveau chétif, mais on en parle parce qu'il y a le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est une instance qui dépend en fait de la Cour des comptes et dans laquelle siègent des experts, il y a des juristes, des élus, économistes, des représentants aussi de la société civile, et puis c'est présidé par le président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Donc le Conseil des prélèvements obligatoires, une fois qu'on a dit ça, vient de publier donc un rapport sur la taxation du capital, on va dire autrement la taxation du patrimoine des Français, et on apprend que sur 80 milliards d'euros qui est prélevé sur le capital, le patrimoine des Français, 50 milliards sur 80, 2 tiers quand on sait compter, eh bien ces 2 tiers viennent justement, portent sur la pierre. Est-ce que c'est problématique et ça prouve quoi? Est-ce que ça prouve peut-être que l'immobilier est trop taxé, la pierre est trop taxée, en tout cas est lourdement taxée en France, ou est-ce que ça montre que l'immobilier, de fait, pourquoi il y a autant d'argent de recettes fiscales, c'est parce que l'immobilier est prépondérant dans le patrimoine des Français? Ou c'est un peu les deux? Alors c'est un peu les deux. L'immobilier évidemment est prépondérant dans le patrimoine des Français. Et donc c'est logique qu'on ait plus de recettes fiscales liées à cette forte pondération de l'immobilier dans le patrimoine des Français. Voilà, on associe souvent l'immobilier dans le patrimoine et une forte épargne. En fait, ce n'est pas si simple parce que dans la valorisation de ce patrimoine immobilier, il y a beaucoup d'augmentations de prix qui ne sont pas liées à des flux d'épargne directement. En français, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas de l'argent que vous avez mis de côté, c'est la valeur de votre patrimoine immobilier qui a augmenté. Éventuellement. Voilà, et en fait, souvent, l'immobilier est lié aussi à un endettement de la génération actuelle qui se fait au profit de la génération plus âgée. Donc il y a des effets intergénérationnels de vous suivre, qui sont assez compliqués dans l'immobilier et qui expliquent aussi, c'est un des éléments que le Conseil des prélèvements obligatoires a noté, c'est que non seulement le patrimoine immobilier est très élevé, il a beaucoup augmenté depuis 2000, donc ça c'est quand même quelque chose de nouveau, et c'est pas une vérité éternelle, il y a une augmentation très importante. Et du fait de l'augmentation des prix de l'immobilier, il y a plus de recettes fiscales qui sont liées, c'est ça? Alors, il y a en partie des recettes fiscales. Parce que la taxe foncière, que je sache, la taxe foncière, elle n'est pas liée au prix de l'immobilier. Alors, la taxe foncière n'est pas liée au prix de l'immobilier. Donc, il y a certaines 20 milliards d'euros. Il y a certaines bases fiscales, effectivement, qui n'ont pas suivi l'augmentation des prix. Il y en a d'autres qui les ont suivies. Alors, la taxe foncière, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même la question de l'immobilier neuf, dans lequel il y a un tout petit lien avec l'évolution du foncier. Mais en tout cas… le gros du marché, c'est l'ancien. Le gros du marché, c'est l'ancien, et donc la taxe foncière a un peu suivi les revenus. Mais le fait que ces revenus aient fortement augmenté depuis 2000, ça crée aussi un basculement en fait, dans les inégalités de patrimoine, en particulier en fonction de l'âge. C'est-à-dire que maintenant, ce qui apparaît, c'est que l'immobilier est très élevé chez les Français les plus âgés. Donc, alors qu'avant, ceux qui avaient le patrimoine immobilier le plus élevé… Vous parlez d'inégalité quand on va parler de taxation, on va devoir mettre en rapport plusieurs choses qui sont, d'une part, est-ce qu'il y a plus de patrimoine ou pas? Et puis aussi, qui détient ce patrimoine et qui est taxé? Et on va voir que, en fait, ce n'est pas du tout clair et que justement, ça crée tout un tas de problèmes nouveaux qui sont liés à ces évolutions très fortes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les avoir en tête. Augmentation de la valeur du patrimoine et déformation de la structure par âge, en fait, de qui détient le patrimoine. Certes, mais quand on regarde tout, quand on scrute toutes les étapes de la vie d'un achat immobilier, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des impôts, des taxes partout, droit de mutation quand on achète, taxe foncière, impôt sur la fortune immobilière quand on détient le bien, impôts et prélèvements sociaux sur les revenus locatifs notamment, éventuellement taxation des plus-values à la revente. Il n'y a rien qui vous choque? On se dit qu'à chaque moment… Il y a plein de choses qui sont choquantes. Donc, il y a d'abord le niveau général de la taxation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en particulier après la suppression de l'ISF, sa transformation en impôt sur la fortune immobilière et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, ça va devenir encore plus vrai, mais c'était déjà vrai, le capital mobilier financier est beaucoup moins taxé que le capital immobilier. Le taux… En relatif relativement par rapport à l'autre, moi déjà en absolu. En 2015, dans l'absolu, le patrimoine immobilier était taxé à 0,79% par an, l'équivalent, quand on additionne toutes les taxes que vous avez énoncées, taxes foncières. Comment vous arrivez à ce chiffre?
Il est dans le rapport des prélèvements obligatoires. Ouais. Et donc, dans le rapport des prélèvements obligatoires, ils nous ont additionné tous les prélèvements qui sont liés à l'immobilier. Ouais. Et ils ont divisé par la valeur du patrimoine immobilier. Et donc, ils arrivent au taux, chaque année, de presque 0,8% du patrimoine qui est taxé et qui donne lieu… Un peu moins d'1%. Un peu moins d'1%, mais c'est un impôt sur le patrimoine. Donc, vous voyez que ça représente tous les ans. Une taxation tous les ans qui est assez élevée. Et si on se compare par rapport aux autres? Alors que si on se compare par rapport aux autres ou si on se compare par rapport au patrimoine financier, le patrimoine financier en France déjà est taxé beaucoup moins que c'est un peu moins de 1%. Combien? Il est un peu plus de 1,5% pour le patrimoine financier. Donc ça fait une différence assez notable. La France a une taxation du patrimoine qui est un peu plus élevée, même si on observe dans tous les pays européens que le patrimoine immobilier, qui est le patrimoine immobile, comme son nom l'indique, c'est-à-dire celui qui ne peut pas bouger et donc qui n'est pas soumis à la concurrence internationale, c'est celui-là qu'on il est plus taxé que le patrimoine financier. Il l'est plus partout, mais il est encore plus chez nous. Et il est plutôt plus chez nous si on compare ce moins de 1%, c'est 0,8% de taxation, encore une fois, de l'immobilier par rapport à nos voisins européens, on est comment? Alors ça, vous me posez une colle là-dessus. Je ne sais pas si le rapport… Le rapport ne l'évoque pas directement. Il l'évoque au global sur l'ensemble du patrimoine. Et là, que ce soit sur le patrimoine ou sur les revenus de patrimoine… Voilà, on est plutôt dans le haut. Quand on ramène… Alors, parce qu'il y a quand même ce fait qui est que la valeur du patrimoine immobilier en France est plutôt élevée. Donc, quand on ramène au fait qu'il y a une valeur de patrimoine immobilier, on réduit un peu les écarts, mais on garde une fiscalité, par exemple, qui est plus élevée que celle qu'il y a en Allemagne. Voilà, on est à peu près comparable avec ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple. Et on est un petit peu en dessous de l'Italie. Ouais. Mais ce qui pèse lourd, évidemment, aussi, ce sont les prélèvements sociaux, mais aussi la taxe foncière, les impôts fonciers qui pèsent, pour le coup, le double. On est 2 fois au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Et on se dit que pour le coup, les impôts fonciers, ça n'a rien à voir avec la hausse de l'augmentation, la hausse des prix de l'immobilier depuis 10 ans. Et pour autant, on voit depuis 10 ans une taxe foncière, des impôts fonciers qui ont augmenté de 80%. Exact. Et qui rapportent 20 milliards. Donc ça n'a rien à voir avec le prix de l'immobilier. Et encore une fois, c'est assis, on le sait, sur des bases locatives qui n'ont pas été réévaluées. On l'a fait pour l'immobilier commercial, mais pas dans l'immobilier résidentiel. Et là, on se dit, merci les communes, merci les départements. Est-ce que ce sont elles et eux qui sont en cause? Ce qui est en cause, c'est le fait qu'on a reporté un certain nombre de dépenses sur les collectivités territoriales et que l'impôt qu'elles avaient à leur disposition était évidemment cet impôt foncier. Ce qu'on peut dire, donc il y a 2 choses. Il y a le fait que ce soit à un niveau élevé. Bon, alors est-ce que c'est une base qui est plus juste qu'une base qui serait plutôt axée sur les revenus? Par exemple, la base de la taxe d'habitation ou la base de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est les distorsions qu'induit la taxe foncière du fait qu'on n'a pas réévalué les bases fiscales depuis 1970. Alors, attention, ça ne veut pas dire… Les bases locatives qu'on n'a pas… Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, si vous voulez, les taux ont augmenté pour compenser le fait qu'on n'a pas augmenté les valeurs locatives, les valeurs vénales. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça fait des distorsions très importantes. C'est-à-dire que des gens qui sont dans des coins qui se sont beaucoup améliorés, dans lesquels la valeur de l'immobilier a cru, les centres-villes par exemple, n'ont pas été réévalués par rapport à d'autres endroits dans une ville ou dans une agglomération de communes. Comme pour la taxe d'habitation d'ailleurs. Comme pour la taxe d'habitation, mais sauf que la taxe d'habitation est quand même assise en partie sur les loyers, donc il y a une distorsion un peu moins grande. Et puis par ailleurs, il y a une grande distorsion entre le neuf et l'ancien, parce que pour le neuf, on réévalue la base de la taxe foncière au moment de sa construction, de sa mise sur le marché. Donc un immeuble neuf qui a été construit il y a 5 ans a une base fiscale qui n'est pas du tout la même qu'un immeuble qui a été construit en 1970. Mais le stock, il est encore une fois sur l'ancien. Alors le stock, il est sur l'ancien, mais ça crée aussi une désincitation en quelque sorte à investir dans le neuf. Et donc ça conduit fatalement à une moindre rénovation, à moins de construction. Et ça rend plus intéressant l'ancien que le neuf, donc ça fait partie des distorsions que la fiscalité induit. Si on met de côté les sensibilités des uns et des autres et qu'on regarde froidement, encore une fois, ce rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, la conclusion c'est quoi? C'est que, effectivement, en relatif par rapport aux actions ou par rapport au placement financier immobilier est beaucoup plus taxé. Beaucoup plus taxé. Et même dans l'absolu, c'est lourdement taxé par rapport à nos voisins européens. Et c'est plutôt lourdement taxé par rapport à nos voisins européens. Et puis il y a un autre point très important, c'est qu'à l'intérieur de l'immobilier, il y a différentes classes d'actifs. Donc il y a, suivant le statut, si vous êtes propriétaire occupant, si vous louez en meublé, en étant non professionnel. Il n'y a pas la même fiscalité. Il n'y a pas du tout la même fiscalité. Ouais. Et ça induit des distorsions qui sont très fortes. Qu'on retrouve aussi entre les placements, mais ce n'est pas le sujet d'ailleurs. Qu'on retrouve en partie dans les placements, qui sont en partie résolus par l'introduction du prélèvement forfaitaire unique,
pour partie. Avec des seuils. Ah bon, bref. Voilà, avec des seuils, bon, ok. Mais en tout cas, dans l'immobilier, on conserve des disparités très très grandes, avec des traitements fiscaux qui sont très très hétérogènes. La fiscalité n'est pas la même quand on loue en nu, quand on loue en meublé, c'est ça? Par exemple, et elle n'est pas la même quand on est propriétaire occupant. Et donc ce désavantage, parce que c'est un désavantage qui est donné aux propriétaires bailleurs, fait que du coup le marché de la location est un marché qui est modifié, qui est empêché par cette différence de fiscalité. Et ça a des conséquences aussi, c'est-à-dire que ça a des conséquences sur l'accès au logement pour un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter et qui sont... Et bien justement, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter, parce que le Conseil des prélèvements obligatoires, il y a ce constat, les chiffres qu'on est là pour analyser, mais aussi des propositions qui sont faites, notamment en immobilier. Il propose de baisser les droits de mutation, les frais de notaire lors d'une vente immobilière. Est-ce que ce serait utile? Parce que, nous dit le Conseil, ça réduit la mobilité voilà, d'un travailleur, enfin d'un salarié qui a envie de déménager parce qu'il a trouvé un job mieux payé dans un autre bassin d'emploi. Et donc voilà, en baissant les droits de mutation, les frais de notaire, comme on dit, ça serait on lèverait pour partie un frein à cette mobilité en France. Oui, et puis c'est très important en matière de justice fiscale, parce qu'aujourd'hui, quand vous devez quitter votre logement, par exemple parce que vous divorcez, vous vous séparez, donc ce qui est un événement de vie que vous ne contrôlez pas et qui est déjà très coûteux et qui pose tout un tas de problèmes, bah, en plus, vous allez être taxé au moment de la vente de votre résidence principale. En revanche, si vous restez propriétaire occupant, vous allez bénéficier de l'extinction de la plus-value, ce qui va vous donner un avantage fiscal par rapport à ce couple qui a été obligé de divorcer. Et donc ça crée des distorsions qui sont extrêmement fortes, qui ont été amplifiées par la hausse des prix de l'immobilier et qui aujourd'hui, effectivement, posent tout un tas de problèmes parce qu'on taxe d'une certaine façon ceux qui n'ont pas de chance ou ceux qui subissent des accidents de vie et au contraire, ceux qui sont immobiles, ceux-là, peuvent échapper à la taxation des plus-values, plus-values qui sont elles-mêmes très importantes depuis 2000. Donc voilà, ça pose vraiment un problème de base fiscale, de distorsion que ça induit et de justice, d'équilibre entre les contribuables. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est dans le programme d'Emmanuel Macron, le fait de réduire les droits de mutation, les frais de notaire. Je ne sais pas si ça l'a été, ça a certainement été évoqué. Je ne suis pas sûr que là, pour le moment, ce soit sur la table en matière d'évolution. Il y a aussi, si vous voulez faire un petit peu d'activité sur les réseaux sociaux, la fameuse taxation des loyers implicites. Oui, non, mais ça, le Conseil des prélèvements obligatoires a écarté, oui. Mais qui est un sujet qui peut revenir et qui revient souvent. Rappelez-vous, France Stratégie avait fait une proposition là-dessus. Mais c'était fait un peu blackboulet, on se rappelle. Petit peu. À peine un peu par le gouvernement, par le Premier ministre. Merci Xavier Timbaud, donc économiste et directeur de l'OFCE. Merci pour ces explications. Merci.